Bonjour à tous, la Motivé Family, ou plutôt la communauté de l'esprit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, on est dans un cadre magnifique. J'ai un invité exceptionnel à mes côtés. C'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je me suis rendu compte que je consommais énormément de podcasts sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas créer le mien. C'est pour ça que à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo, une fois par mois, vous aurez la chance, ou plutôt j'aurai la chance de recevoir une personne qui va tout simplement nous raconter son histoire, parce que pour moi, il n'y a pas meilleure façon d'apprendre que par autrui. Aujourd'hui, je reçois Alexandre. Alexandre, comment tu vas? Super bien, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour ceux qui regardent la vidéo, s'il te plaît? Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Prévoto, j'ai 37 ans, je suis marié, papa de 2 merveilleux enfants. Et puis dans la vie, je suis entrepreneur et coach expert en motivation. D'accord. Pour la petite histoire, j'aime bien le rappeler, ou plutôt vous le faire découvrir. Alexandre, c'est une personne que j'ai découvert il y a moins d'1 an, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Lors de mon ancien travail. Et je voulais vous le dire parce que c'est très rare que j'ai eu une connexion mentale avec une personne aussi rapidement. On s'est rencontrés, on s'est donné rendez-vous dans un restaurant et on devait parler juste 1 heure et on a parlé, je crois, presque 2 heures. Si je dis pas de bêtises. C'est largement ça, ouais. Et depuis ça, je trouve que c'est important parce que je me suis toujours dit que ce qui était dommage dans mon entourage, c'est que j'avais mes amis, j'avais ma famille, mais il me manquait peut-être, on va dire, ce mentor. On va dire ça comme ça, même si c'est un grand mot. Et je trouve qu'Alexandre représente beaucoup cela pour moi parce que depuis que je le fréquente, j'ai vu pas mal d'avancées d'un point personnel et même son évolution à lui. Je la vois et on va en parler plus tard, mais c'est que exponentiel. Donc, Merci, c'est gentil. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, Alexandre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout simplement ton parcours? Aujourd'hui, tu es coach de vie, mais je sais que ça n'a pas été toujours le cas, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Effectivement, tu as raison, aujourd'hui je suis coach, principalement sur le business et expert en motivation. Vraiment, ma grande force, c'est la motivation, mais j'ai 37 ans, donc tu t'en doutes, effectivement, j'ai eu une carrière avant où j'étais salarié. Donc j'ai commencé ma carrière en 2010 en travaillant dans la grande distribution. J'ai fait 10 ans dans la grande distribution dans 2 groupes différents, dont un qui va disparaître bientôt. Ça donne un indice pour ceux qui vont nous regarder. À tous les postes, d'employé commercial jusqu'à manager de rayon, manager de département. Et puis en 2017, à la naissance de mon fils, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une maison de champagne. Donc j'ai fait 5 ans dans une maison de champagne en tant que directeur des achats. Et puis je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en juillet 2022. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. Et mon diplôme de coaching, donc coaching professionnel, avec un RNCP reconnu par l'État, je l'ai passé en septembre 2021. Donc j'ai fait un démarrage double activité, salarié plus entrepreneur. Et puis full entrepreneur, si je puis dire, en juillet 2022. D'accord. Avant de rentrer un peu plus dans le détail du côté entrepreneur, moi ce qui m'intéresse, on va dire, c'est on voit souvent aujourd'hui que les réseaux c'est un petit peu démocratisé et beaucoup stéréotypé, mais c'est quoi être coach de vie ou coach en motivation, puisque sur les réseaux on voit beaucoup de personnes, tout le monde, on va dire, s'improvise coach, mais c'est quoi? Alors, très bonne question. Le coaching, déjà ce qui est intéressant c'est de savoir qu'il n'y a pas de définition officielle. Okay. Donc tu peux en trouver plusieurs si tu cherches sur internet. Je pense qu'après, chaque coach a sa propre définition. Et le petit aparté que j'ai envie de faire, tu as raison, c'est un terme qui est aujourd'hui très galvaudé, tout le monde est coach de tout ce qu'on veut, on peut être coach en business, coach de vie, coach pour les entreprises, coach pour les dirigeants, etc. Mais moi je trouve que ce qui est important c'est de regarder déjà, mine de rien, le diplôme qu'ont ces coachs. Moi j'ai quand même pris la peine de faire une formation de 6 mois avec un équivalent Bac+3, ce qui n'est pas négligeable, ça a un coût. C'est reconnu par l'État et puis tu apprends quand même le package de base, on va dire, pour savoir coacher des gens. Et alors je pense que la définition que je t'en aurais donnée il y a 2 ans serait bien différente de celle que je vais te donner aujourd'hui, parce que ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je pratique. Et moi je dirais que pour moi le coaching c'est avant tout un mot qui va peut-être te parler, vu que c'est un peu la relation qu'on en a un pour l'autre, de partenariat. Moi je vois ça comme un partenariat. Alors le coach il est là pour guider son coaché, il est là pour l'amener à réaliser des projets, atteindre des objectifs. À mon sens, l'aider à garder sa motivation plutôt constante, voire même parfois à la booster un peu.
Et tout ça dans un échange, j'ai envie de dire, respectif. C'est pas simplement un rapport descendant entre une personne sachant et quelqu'un qui va être là pour apprendre. Au contraire, le coaching, moi, en 2 ans, ça m'a appris beaucoup de choses parce que dans la relation, ton coaché te permet aussi d'évoluer dans ta posture. Et de vraiment évoluer. Si toi aussi tu as vu mon évolution depuis 1 an, c'est parce que mes coachés m'ont beaucoup amené et m'ont amené parfois moi aussi à me remettre en question ou en tout cas à creuser des pistes quand j'avais des difficultés et donc à s'améliorer. Et puis après, partenaire pour moi parce que pour moi il ne peut pas y avoir coaching sans implication dans la problématique de l'autre. Ce qui pourtant, quand tu passes ton diplôme, on te dit d'éviter. C'est-à-dire qu'il faut être empathique mais pas trop. Faut pas être trop dans le conseil, faut être plutôt dans le questionnement, faire des prises de conscience, amener à prendre du recul. Tout ça, je le pense encore, mais je pense quand même que ça demande un investissement dans la problématique de l'autre ou dans le projet de l'autre, ce qui crée un partenariat parce que un coaching, alors moi, dans ce que je fais, c'est soit un rendez-vous en one shot sur une problématique privée, ou alors un coaching, un accompagnement de 3 mois. Donc quand tu passes 3 mois avec quelqu'un à raison d'environ 6 rendez-vous, tu es forcément un autre obligé de t'impliquer émotionnellement dans le projet de l'autre, tout en gardant un niveau de distance quand même. Mais je veux dire, c'est en ça que je vois le partenariat, c'est et dans l'échange qui te permet de grandir l'un de l'autre, et dans l'implication que tu peux avoir dans le projet de ton coach. Donc pour te résumer ça, je dirais que le coaching, c'est un partenariat entre 2 personnes, une personne qui a un projet, une personne qui est formée pour accompagner l'autre dans ce projet, et puis après c'est grandir ensemble. Et des fois, comme ça peut être le cas avec certains de mes clients, finir même par devenir amis ou partenaires de business, comme ça peut être le cas aussi pour moi aujourd'hui. Donc un échange réciproque et passionnant. C'est comme ça que je veux coacher. C'est une relation win-win, on va dire, entre, comme tu as dit, entre le coach et la personne qui bénéficie de ton coaching. Ouais. Je vois vraiment ça comme ça. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse aussi également, puisqu'on est beaucoup dans l'entrepreneuriat quand même, et je pense qu'il y a des personnes qui osent se lancer, mais enfin qui aimeraient se lancer, mais qui n'ont pas le courage de le faire. Pourquoi tu as eu ce déclic? Parce que tu as eu un parcours, on va dire, classique, atypique, comme diraient certains. Tu as fait du salariat, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, du jour au lendemain, je vais tout quitter, je vais être à mon compte, et c'est surtout quand même la sécurité de l'emploi, ce que la société nous dit depuis notre plus tendre enfance. Exactement. Alors là, je vais utiliser une expression que tu vas adorer parce que dans la vie, au-delà d'être entrepreneur, coach, je suis aussi cinéphile, c'est une de mes passions. Et j'aime bien dire, pour moi, choisir l'entrepreneuriat, c'est sortir de la matrice. Okay. Effectivement, pour reprendre tes mots, c'est ça. C'est-à-dire que tu as la société qui t'impose un modèle, tu es salarié, tu touches ton salaire, tu as tous les avantages que ça peut avoir. Tu sais que quand tu travailles dans une maison de champagne, tu en as des avantages. Et la plupart des gens qui m'ont suivi dans mon parcours m'ont dit mais t'es fou de quitter un poste pareil. Je vais pas dire là dans le podcast les avantages que t'as, mais c'était un peu fou. Après je pense que maintenant avec le recul, ça vient du fait que le côté entrepreneuriat, je l'ai à mon avis depuis longtemps. Quand j'ai fini mes études de droit, je voulais entreprendre déjà rien dès le départ. Je l'ai pas fait pour plein de raisons parce que j'avais, je pense, un manque de confiance en moi là-dessus. Et puis, comme tu le disais, une ligne bien tracée par familiale en disant voilà, tu as réussi tes études, tu as ton bac plus 5 avec mention, etc. Tu vas trouver un job dans une grosse boîte pour évoluer et faire tes armes. C'est ce que j'ai fait. Au lieu que ce soit court, ça a duré quand même 15 ans, mais peu importe. N'empêche qu'aujourd'hui, ça m'amène là où je suis. J'ai été manager pendant 10 ans, j'ai fait plein de choses et si je n'avais pas fait tout ça, je serais peut-être pas coach. Mon déclic, pour revenir sur ta question, il vient à mon sens de mon côté, bizarrement, de mon côté rebelle. Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, et notamment mes parents à l'époque, qui me voyaient plutôt un peu comme le héros de la famille, moi je suis plutôt le rebelle en fait. Et le salariat est un modèle qui à mon avis est intéressant pour tout un tas de personnes, pour moi difficile, dans le sens où être cadré, devoir faire ce qu'on te demande, rester dans les clous, dans le cadre, etc., ça ne collait pas forcément avec mes ambitions. Et puis, ce déclic, ça va te paraître surprenant, mais moi, il est venu des autres. Okay. Je t'explique pourquoi. Dans ma dernière expérience professionnelle, donc dans le Champagne, je me suis lié d'amitié très fort avec une de mes collègues qui, un jour, m'annonce qu'elle quitte l'entreprise. Et là, je me dis, ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée, moi, ça fait déjà 4 ans que je suis là, elle va quitter l'entreprise, tiens, ça m'inspire. Et dans une discussion qu'on a eue, elle m'a dit, voilà,
Toi, tu es là, est-ce que tu as d'autres ambitions, etc. Effectivement, j'en avais d'autres, on en parle. Et puis, ça trotte dans ma tête. Et le véritable déclic arrive maintenant. On est un soir de Nouvel An, on est au Touquet, je suis avec ma femme et mes enfants. Les enfants vont se coucher, pardon. Nous regardons la mer avec ma femme, et là, ma femme me dit, dans une conversation qui parlait de travail, bah, ça fait quand même 15 ans que tu fais des jobs, entre guillemets, alimentaires, où ça se passe bien, mais où tu prends pas spécialement de plaisir, où tu agis pas avec passion. Si tu le faisais, t'aimerais faire quoi? Bonne question. Je lui réponds toute une liste de choses que j'aimerais pas faire, mais par contre, quand il s'agissait de dire ce que j'avais envie de faire, j'étais incapable de répondre. Donc ce soir-là, je cogite, je me couche, je réfléchis à tout ça. Puis au fur et à mesure des semaines qui sont passées, c'est venu, et je me suis dit que ce qui était un peu une sorte de fil rouge dans tout mon parcours était quand même à chaque fois plutôt tourné vers l'autre, vers l'humain, vers... moi, c'est vrai que dans mes expériences, ce que j'ai aimé, c'est surtout être manager, diriger des équipes, parce que ça va avec je pense, mon profil de personnalité. Et donc au départ, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui ressemble à de la formation en management et choses comme ça. Et puis quand j'ai creusé cette piste, ça ne m'a pas forcément plu. Et là, j'ai eu un deuxième petit déclic dans mon club sportif, où certains de mes élèves, j'étais éducateur sportif bénévole, me disent mais coach, tu devrais être coach. Tu devrais coacher des gens, des entrepreneurs, des sportifs, pour leur donner la motivation, parce que tu as vraiment quelque chose là-dessus. Je creuse la piste. Et puis après, le hasard ou pas des rencontres ont fait que j'ai rencontré une personne que j'avais connue il y a 20 ans qui est devenue coach, qui m'explique son parcours pour devenir coach. Je trouve ça très intéressant. Elle me donne les coordonnées de son école et va savoir pourquoi. Je me suis dit que c'était le moment, j'ai pris contact. J'ai passé les entretiens pour être sélectionné pour faire l'école. J'ai été pris. Et puis c'est parti. J'ai utilisé mon CPF, passé 6 mois à faire une introspection sur moi-même, parce que le parcours de coach, en fait, quand tu te formes par une école reconnue par l'État, c'est avant tout une introspection pour toi. Tu travailles déjà sur toi pour pouvoir après aider les autres. Et ça a été un truc passionnant, enfin j'ai adoré ça. Des profils variés dans la promo, des rencontres superbes, et puis à tel point que ça m'a décidé à quand même quitter le salariat, sachant très bien qu'aujourd'hui, devenir coach, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des milliers partout, il y a tous les business online qui existent, c'est un peu risqué quand même. Mais je me suis dit que moi j'avais un truc à faire là-dedans, et ça m'a décidé au bout d'un an, après avoir eu le diplôme, moins d'un an d'ailleurs, à y aller. Et c'est intéressant tout ce que tu dis, mais est-ce que tu as eu, par exemple, moi je fais des vidéos sur YouTube, mais je suis jeune, j'ai 25 ans, et j'ai toujours ce problème un petit peu de légitimité. Est-ce que les gens vont prendre en compte ce que je dis? C'est pour ça que je fais le podcast, parce que je me dis que je vais inviter des personnes qui, on va dire, sont dans le concret. Est-ce que toi, tu t'es pas posé la question, est-ce que tu aurais la légitimité d'aller voir de recevoir, de coacher des entrepreneurs qui ont peut-être des milliers, des millions d'euros, et est-ce qu'ils vont t'écouter? Alors que tu es nouveau, tu es bébé dans l'entrepreneuriat. Très bonne question. Légitimité, syndrome de l'imposteur, alors c'est des choses que je travaille beaucoup dans mes coachings. Et tu as raison de me dire ça, parce que quand j'ai passé les sélections pour l'école de coaching, on m'a fait la remarque. Donc à l'époque, j'en avais pas 37, mais j'en avais que 34. J'étais un des plus jeunes de la promo, effectivement, et quand j'ai passé les sélections, c'était mon principal handicap sur le papier. Je me rappelle très bien de la directrice de l'école qui me dit bah oui, mais t'es un peu jeune, les coachs, ceux qui ont ce fameux RNCP et ce diplôme sont plutôt des gens en troisième partie de carrière, 45, 50, voire même 55. Ça m'a pas freiné pour autant, parce que, alors à l'époque, j'avais effectivement plutôt envie d'être coach en développement personnel. Et je me suis dit, parler de concept de développement personnel, que ce soit avec une personne de 25, avec une personne de 50, ça s'aborde. Après, quand on parle business, effectivement, là, tu as plutôt raison. Quand tu lances toi ton business et que tu te dis, je vais aller accompagner des gens qui font peut-être déjà des millions, là, tu peux effectivement te poser cette question de syndrome de l'imposteur. Toujours est-il que si on reprend la définition, en tout cas, du coaching comme elle est définie aujourd'hui dans la plupart des organismes, le coach est avant tout là pour faire prendre du recul. Donc que tu aies 30 ans, 35, 40 ou même 25, tu peux aider des gens à prendre du recul sur n'importe quelle situation, du moment que tu sais poser des questions. En fait, la vraie force d'un coach, il y en a deux. Enfin, il y a 2 points importants. C'est il faut savoir écouter, bien évidemment, mais écouter en écoute active. Et il faut savoir poser des questions au bon moment. Si tu sais faire ça de tes 25, 30, 35, 40, voire 50, je pense que tu peux le faire à n'importe quel moment. Par contre, là où c'est intéressant, ta question, c'est de se dire, en termes d'expérience, quand même, qu'est-ce que j'ai, moi, en retour? Parce que moi, je te l'ai dit, j'ai quand même 15 ans de salariat derrière moi, 10 ans de management,
5 ans d'acheteur. Bon, tous les gens qui se disent coach sur internet n'ont pas ça. Ça t'amène quand même une certaine expérience de la vie. À côté de ça, éducateur sportif. À côté de ça, papa. À côté de ça, marié en couple et marié depuis 17 ans. Enfin, tu vois, je me suis pas trop posé cette question pour te dire franchement. Et après, c'est un peu sur le tas que ce syndrome de l'imposteur petit que je pouvais avoir avec certaines personnalités de mes coachés s'efface vite en fait en réalité. Mais il faut trouver l'adéquation quand même entre ce que tu as envie de faire, ce que tu es capable de faire et ceux qui vont vouloir t'acheter. Parce que le petit secret du coaching, c'est qu'en fait, après 2 ans, je peux te dire que le client n'achète pas un coaching, en fait il achète un coach. Il achète une personne qui va lui permettre d'évoluer sur un certain sujet. C'est clairement ça. En fait, ce qui fait la différence, je pense, entre les coachs qui fonctionnent et ceux qui ont plus de mal, c'est la personne que tu es. Et cette personne, c'est très subjectif ce que je vais dire, attention, mais cette personne, elle se fait par l'expérience, elle se fait par l'expérimentation, ou quand même, parce que j'en ai vu là récemment, des fois tu as des gens qui peuvent être plus jeunes mais qui ont des expériences fortes sur une courte période, même s'ils ont 25 ans. Donc, mais ils ont toujours vécu quand même des sortes de déclics qui font qu'ils avancent un peu plus vite que les autres et qui sont capables de faire prendre du recul ou de booster les autres sur certaines thématiques. Je pense qu'on peut, en gros, si je résume ma pensée, on peut pas être coach en tout, il faut bien choisir quand même sur quoi tu as envie d'aider les gens et de les guider. Et puis après, se servir de ta propre expérience, de sa propre expérience pour le faire. Ok, je vois. Mais après, je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que pour moi, ça, j'ai compris que c'était le nerf de la guerre. C'est quand tu dis que la personne n'achète pas forcément le coaching mais le coach. Ça me fait penser à un TEDx de Simon Sinek qui dit en gros le cercle d'or. Ouais. Et il dit que n'importe quelle personne, elle n'achète pas quelque chose, elle achète une croyance. Et je prends l'exemple de Nike ou même de Ikea. Plutôt quand on va à Ikea, on ne veut pas acheter un meuble, on se dit qu'on va acheter le meilleur meuble du marché. Et quand on regarde bien que ce soit les relations personnelles, les relations professionnelles, en fait, c'est la croyance qui nous pousse vers cette chose-là qui fait que on achète ou on fréquente cette personne-là. Ça, c'est vraiment le centre. Et ça, c'est plus je me rends compte et plus j'avance et plus je le vois. Il y a quelque chose que tu as dit qui pour moi est essentiel et je voulais absolument aborder ça avec toi. Donc, tu as quitté le salariat pour l'entrepreneuriat. Ouais. Tu as même dit dans ton histoire que c'est ta femme qui t'a un petit peu poussé en te posant une seule question. Ça, c'est vrai. Je sais, et tu l'as dit au début de la vidéo que tu es fier d'avoir 2 enfants, que tu es marié depuis 17 ans si tu dis pas de bêtises. Alors en couple depuis 17 ans et de marié depuis 10 ans. Ouais. Voilà. Donc moi j'aimerais savoir comment tu arrives à gérer un petit peu la relation professionnelle et personnelle. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, peut-être que ce soit la femme ou l'homme qui décide de devenir entrepreneur, qui n'aurait peut-être pas assumé, parce qu'on quitte le salariat, la rentrée de salaire fixe, à une source de revenu qui est variable. Donc du coup, comment toi s'est passée ta transition avec ta femme et ta vie de famille tout simplement? Alors, permets-moi de te dire que c'est une très bonne question. Une très bonne question qui est vraiment d'actualité pour moi. Je vais te répondre en plusieurs temps. Premier temps, je pense que pour réussir dans l'entrepreneuriat, une des clés est déjà d'être soutenu par son entourage proche. Pour être tout à fait transparent avec toi, ma femme est mon soutien numéro 1. Peu importe ce que je fais depuis le départ, effectivement elle a été mon déclic, mais aujourd'hui encore, même si elle est dans un univers professionnel totalement différent du mien, c'est mon soutien numéro 1. Et quand je dis ça, je le dis vraiment de manière puissante, elle croit en moi, elle me pousse pratiquement tous les jours, et Dieu sait que parfois j'ai des jours pas faciles, je le reconnais, j'ai des journées difficiles. Je te donne un exemple précis, pas plus tard qu'hier, nous faisions un briefing, un brainstorming sur où j'en étais. Voilà, le mois de septembre vient de se passer, c'était la rentrée, je m'étais fixé des objectifs parce que je partage tout avec ma femme. Et on a fait une sorte de bilan pour voir, voilà, on s'était dit ça pendant l'été, aujourd'hui t'en es où? 3 mois, ça te permet de remettre les idées en place, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et c'est très bien. Et tu l'as dit tout à l'heure, nous on a 2 enfants qui ont 8 et 5 ans, donc ça fait quand même plein de choses aussi à gérer à côté, ils ont des activités, etc. Il faut trouver une bonne organisation, parce que quand tu fais du coaching, plus ma nouvelle activité qui s'étend de plus en plus d'organisation d'événements entrepreneuriaux, on en parlera peut-être tout à l'heure, tout ça c'est à des horaires qui ne correspondent pas forcément avec une vie de famille idéale entre guillemets, et ça demande des compromis, ça demande de la compréhension vis-à-vis du conjoint, en l'occurrence là ma femme, et si cette personne-là ne te soutient pas dans ce que tu fais, je ne vois pas comment tu pourrais faire. Et là on parle uniquement d'un point de vue pour l'instant moral. Après,
Pour le point de vue financier, c'est la deuxième partie de la réponse à ta question, qui est très important parce que quand tu passes d'une situation stable de salarié où en plus tu travailles dans une maison de champagne, comme je te disais, tu es payé sur un certain nombre de mois, tu as des primes de fin d'année, etc., tu as des revenus plus que confortables. Quand tu choisis d'être entrepreneur, théoriquement, à part si tu as Pôle emploi, tu repars quand même pratiquement à zéro. Ce qui fait que dans mes 2 ans un peu passés, j'ai eu des mois très compliqués. Et là, qu'est-ce qui joue point de vue subjectif, hein, je reviens vraiment, alors là je généralise pas parce que là je pense que tout le monde a un contexte différent. Déjà ça se passe pas pareil quand tu as 20 ans, quand on a 37 comme moi. L'avantage c'est que moi j'ai commencé à travailler les étés quand j'avais 16 ans. Je suis quand même plutôt quelqu'un d'économe, donc j'ai mis de l'argent de côté depuis des années. 15 ans de salariat, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai fait des placements à droite à gauche, qui me permet quand même d'avoir un coussin financier confortable et de voir l'avenir de manière quand même plutôt sereine. Et je pense quand même que ça aussi, même si j'ai eu mon déclic, ça a largement contribué à faire que je l'ai fait. Parce que je savais que j'avais une forme de sécurité derrière et que ma femme a aussi un emploi stable, avec une rémunération correcte, qui nous permet de faire ça. Mais si en plus, tu avais pour les gens qui ont une situation compliquée au niveau financier, devenir entrepreneur, je pense que c'est un sacré pari. C'est déjà un sacré pari tout court, mais si en plus tu as des difficultés financières, je pense que c'est encore plus compliqué parce qu'avec le recul et un peu plus de la trentaine de personnes que j'ai accompagnées, je me rends compte que souvent quand même, ce qui fait la différence entre ceux qui restent et ceux qui arrêtent, c'est souvent cette problématique financière qui revient. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu n'as pas réussi à générer assez de chiffre d'affaires, tu n'as pas réussi à trouver assez de clients, et tu es contraint et forcé de retourner dans le salariat si tu n'as pas un conjoint qui est capable de subvenir aux besoins du foyer, ou si tu n'as pas, pendant toutes ces années, mis de l'argent de côté, etc. Et le troisième point, pour l'équilibre familial, eh ben, j'ai envie de te dire quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est ce que j'appellerais donner du temps de qualité à ta famille. Je te donne un exemple. Moi, il y a quand même plusieurs soirs où je ne suis pas là. Mes enfants, alors on est tous assez proches les uns des autres, quand même, on est assez soudés, nous. Mes enfants, ils détestent quand je ne suis pas là le soir. Sauf qu'il y a des semaines où ça m'arrive d'être pas là 2, 3 soirs d'affilée. Donc ça veut dire que les soirs où je suis pas là, mes enfants ressortent d'une certaine forme de frustration, donc je les prépare. Mais en contrepartie, si je puis dire, je m'organise toujours pour que les soirs où je sois là, je leur donne du temps de qualité. C'est-à-dire, au départ, je le faisais pas. Je te dis ça, c'est quand même assez récent. Mais c'est faire les devoirs avec mon fils, c'est faire, j'en sais rien, moi, la douche avec ma fille, lire l'histoire avant d'aller coucher, pour un petit peu compenser cette idée d'être pas être là. C'est quand tu es là, tu es pleinement là. Mais quand je dis temps de qualité, pour moi, ça veut dire pleinement là. C'est-à-dire, quand je te dis ça, je te précise, ça veut dire que tu n'es pas sur ton téléphone quand tu es en train de leur parler, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire ton bise sur ton ordinateur pendant que ton fils te raconte sa journée. Non, non, moi j'essaye toujours d'être focus de plus en plus, enfin maintenant je le fais vraiment, sur ce qu'ils sont en train de me raconter. Et tu vois, depuis que je fais ça, ça se passe beaucoup mieux. Mes enfants sont beaucoup moins dans l'attente et dans la demande d'attention, parce que je leur en donne sans qu'ils me la demandent. Mais tout ça, je te serais mentir que de dire que c'est pas anticipé. C'est-à-dire que je l'anticipe. Je sais, allez, on donne un exemple concret. Si je sais par exemple que dans la semaine je suis pas là lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans mon planning, je prévois jouer avec les enfants, passer du temps avec eux avant qu'ils aillent dormir, leur faire une sortie, aller faire du vélo, j'en sais rien, mais pour compenser cette absence. Non, mais c'est parfait. Et je vais rebondir encore sur une chose que tu as dit par rapport à ta femme. On va en reparler parce que, vu que c'est assez récent et je veux qu'on revienne dessus, la semaine dernière, tu as eu ta première conférence, que tu vas nous expliquer tout à l'heure. D'accord. Et ta femme était présente. Ouais. Donc du coup, en termes de soutien moral, il n'y a pas meilleure preuve d'amour. Et après, le succès ou l'entrepreneuriat, c'est juste l'ingrédient d'une recette. L'entourage, la persévérance, le fait de ne pas abandonner et le courage. Donc moi je dis toujours, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent quand tu n'as pas forcément de famille, on va dire femme-enfant. Ouais. Et après, ta famille, c'est ton premier soutien et tu le dis parfaitement, donc je suis totalement d'accord avec toi. Donc du coup, moi ce que j'admire beaucoup chez Alexandre, je vous le précise, c'est que, et j'ai remarqué, au début on a tout de suite matché intellectuellement, mais on se fréquentait, on se voyait pas souvent, on va dire ça plutôt comme ça. Et puis ces derniers temps, on se voit beaucoup, et c'est quelqu'un qui est très facilement abordable et qui est vraiment facile avec les gens, il est très sociable. Et en fait, il a une sorte de lumière, et c'est pour ça que j'insiste sur, franchement, souriez,
ayez des énergies positives autour de vous, des ondes positives parce que vous attirez les gens. Et j'aimerais que tu nous donnes un petit peu ton parcours sur cette dernière année, sur tous les événements qui t'ont rendu fier et où tu as eu une évolution jusqu'à la consécration de ta dernière conférence que j'ai assistée et qui était incroyable. Pour montrer qu'en fait, cette dernière année, c'est juste la consécration de tout le travail et tous les sacrifices. Ouais. Par exemple, tes enfants, passer du temps avec ta femme, que tu fais depuis maintenant bientôt 2 ans. Ouais. Alors déjà, merci pour tous ces beaux compliments qui me touchent vraiment, merci beaucoup. Tu as bien en tout cas cerné la personne que j'étais, ça j'en suis sûr depuis déjà longtemps. C'est vrai que je peux paraître facilement abordable et tout ça, mais c'est dû au fait que j'aime vraiment les gens. C'est-à-dire que j'ai choisi de faire ce métier, moi je suis parfaitement aligné avec. Dieu sait que tu l'as dit, c'est pas facile, mais en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à le faire et c'est la première fois dans ma vie que je prends du plaisir à faire ce que je fais. Tu as raison aussi en disant qu'effectivement j'ai fait ma première conférence, que ma femme est venue, il y avait même ma soeur, etc., etc. Donc je suis quand même à chaque fois toujours bien entouré. Et pour te répondre sur cette dernière année, alors aujourd'hui, moi je suis toujours dans la transparence. Je commence à stabiliser effectivement vraiment bien mon activité, j'accompagne plusieurs personnes en même temps. Et ce qui est très intéressant, j'en parlais ce matin lors d'un autre événement que j'organise qui s'appelle le Motivation Breakfast, qui a lieu tous les lundis matins pour se donner un shot de motivation pour la semaine avec tous les entrepreneurs qui sont plutôt solo, qui viennent justement pour retrouver l'énergie de groupe et se motiver les uns les autres. J'en parlais ce matin, mon activité, ce qui est assez drôle, enfin en tout cas remarquable dans ce que je fais, c'est qu'elle a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'en 2 ans, je suis passé de coach en développement personnel à, je te le disais tout à l'heure, plutôt coach business, surtout expert en motivation et de plus en plus organisateur d'événements entrepreneuriaux. Alors, je m'explique sur ce point parce que il y a 2 ans, quand je me suis lancé, j'aurais jamais imaginé faire ça. J'aurais jamais imaginé un jour organiser des after-work, faire une conférence inspirationnelle, faire des motivation breakfast, faire des rendez-vous du Kickzen, qui est un autre événement que je co-organise. Et pour autant, aujourd'hui, c'est dans ça que je prends un plaisir fou à faire des choses. Pourquoi? Parce que les événements entrepreneuriaux, ça rassemble tout ce que j'aime dans la vie. J'ai voulu devenir entrepreneur, solopreneur. J'aime pas quand je suis tout seul. Et ça, je m'en suis rendu compte très vite. C'est-à-dire, tu t'imagines, je suis passé d'une grande entreprise où tu vois du monde tous les jours à tout seul, à travailler dans son bureau, en télétravail comme plein de gens. Alors, il y en a qui adorent ça. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est fait pour être en société avec des gens. J'ai managé des équipes de presque 100 personnes. Je pense que ça fait partie de mon ADN. Et tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'aime inspirer, j'aime attirer les gens à moi, j'aime m'être entouré, etc. Donc, rapidement, j'ai beaucoup commencé à réseauter quand je me suis lancé, à aller dans des réseaux. C'est aussi comme ça qu'on s'est connus tous les deux. J'ai fait des réseaux, des réseaux d'affaires, des réseaux divers et variés. Et puis, je me suis rendu compte que j'aimais ça, mais que je ne trouvais pas forcément ce que je voulais là-dedans. Et donc, depuis effectivement 1 an pile poil, parce que mon premier événement, je l'ai lancé en septembre 2023, plusieurs des personnes qui m'entouraient à l'époque dans Entrepreneur m'ont dit si tu ne trouves pas ce que tu veux, tu n'as qu'à le créer. Oui, alors comme je suis un homme de défi et qu'il faut surtout pas me dire ce genre de truc, j'ai réfléchi et je me suis dit voilà, je vais créer mon propre truc. Et puis c'est comme ça que j'ai lancé au départ l'Afterwork, où je me suis dit, au départ mon idée de base elle était simplement de rassembler des gens, de passer un moment sympa entre entrepreneurs qui passaient la plupart de leur temps tout seuls. Donc on a bu un verre et tout, et puis là rapidement je me suis dit mais quand je viens faire ça, je prends un verre, je rencontre des gens, mais ça suffit pas. Donc j'ai inventé l'Afterwork by Alex, où je pose une thématique entrepreneuriale chaque mois. On se retrouve un jeudi soir ou un mardi soir. Je crée des petits jeux, je fais réfléchir les gens, je les mets en groupe et tout le monde repart avec des clés pour performer dans leur business. Ça, c'est le premier concept que j'ai créé. Et puis là, il y a des gens qui me disent oui, mais le soir, moi j'ai les enfants, je peux pas sortir, etc., etc. Pourquoi tu fais pas ça le matin? Mon fil rouge est toujours là. On me dit ça, tout de suite je réfléchis, je dis ok, nouveau défi, il faudrait faire un truc le matin. Et là est venue l'idée du Motivation Breakfast. Donc, j'ai mis un peu plus de temps à le lancer, j'ai lancé ça en juin 2024 et aujourd'hui ça pérennise, c'est tous les lundis dans un endroit fixe, on passe des bons moments, on est une dizaine, on s'envoie des shots de positivité, j'appelle ça, on parle de nos victoires de la semaine, on parle de nos objectifs de la semaine à venir. Super rendez-vous qui permet toujours de suivre mon fil rouge, rencontrer des gens et puis échanger. Et puis, pour finir sur ce que tu disais, là, je mûrissais dans ma tête un projet depuis un peu plus d'1 an. J'ai assisté moi-même à des conférences inspirationnelles. J'ai fait des TEDx en tant que participant, en tant que speaker, pas encore.
Et puis tout ça, alors ça c'est des formats que j'adore, je suis aussi comme toi consommateur de beaucoup de vidéos YouTube, je regarde des TEDx presque tous les jours, et je me suis dit mais j'adorerais organiser un truc comme ça, qui me parle, et le truc qui va manquer pendant un an, c'est un peu le courage de le faire, enfin le courage de me lancer sur cette piste, et puis trouver la bonne personne. Et j'utilise beaucoup LinkedIn, je rencontre beaucoup de gens en virtuel sur LinkedIn et certains, j'ai la chance de pouvoir les rencontrer après en présentiel, ce qui arrive souvent dans les after-work ou les motivation breakfast. Et je rencontre Cyril qui a fait la conférence à laquelle tu es venu sur LinkedIn, on s'était jamais vu, je suivais ses contenus depuis plus d'1 an et demi, on se fait une visio sur LinkedIn, comme avec toi ça match, et tout de suite je me dis c'est lui que je veux pour ma première conférence. Je lui lance l'idée et il me dit ok, je viens. Et j'ai pris ce pari, j'ai lancé le truc et on s'est retrouvés il y a la semaine dernière à 45 personnes chez mes partenaires du Clickzen à faire une conférence sur l'éveil des consciences, comment je vis ma vie pleinement, etc. Et je t'avoue qu'aujourd'hui encore, je suis sur mon petit nuage. Tellement c'était une réussite et tellement j'ai trouvé que le contenu qu'il nous a donné était qualitatif. Tout ce qui a suivi après, aussi bien le cocktail dînatoire que les échanges, j'ai trouvé ça d'une richesse incroyable et toujours sur mon fil rouge de se faire rencontrer des gens. Ce soir-là, j'avais pas inventé de jeu, mais j'aurais pu le faire. Mais j'ai quand même remarqué que certaines personnes ont fait connaissance alors qu'elles se connaissaient pas, ce que je trouve toujours très intéressant. Et puis je suis ravi de l'avoir fait. J'ai eu la chance de passer le lendemain, la journée du lendemain avec lui, de lui faire visiter Reims, etc. Et puis de partager encore des choses qui ont été bien un peu plus loin que ce qu'on s'est dit dans la conférence et que je partagerai bientôt sur les réseaux sur quelques éléments qu'il m'a donnés. Et tout ça pour dire que aujourd'hui, tu vois, après 2 ans, mon activité elle est en train de se transformer. C'est-à-dire que j'ai ma casquette de coach, j'accompagne des entrepreneurs qui démarrent à structurer leur business et surtout à structurer leur mindset pour garder une motivation constante parce que Dieu sait qu'on en a besoin quand on fait ça. Mais à côté de ça, et plutôt à côté de ça, je développe tout ce côté événementiel entrepreneurial où il y a une forte demande parce que je le constate, la plupart de mes événements, même pour la plupart, la totalité de mes événements sont souvent pleins. Les gens viennent, ils ont besoin de rencontrer du monde parce que rencontrer du monde ça veut dire plein de choses, ça veut dire s'inspirer, ça veut dire trouver des potentiels clients, ça veut dire se faire un réseau et Dieu sait que c'est important. Et puis moi je prends un plaisir fou à faire ça. Et depuis que je fais ça, soyons transparents, tu gagnes en visibilité, on te voit, tu existes dans le monde entrepreneurial de l'endroit où tu te trouves et parfois même plus loin. Et puis ça te facilite plein de choses, ça t'ouvre des portes. Et puis dans mon cas, ça suit mon fil rouge qui est toujours de fédérer, rassembler, se faire se rencontrer, donner de la valeur. Donc j'ai envie de te dire, aujourd'hui, je ne fais pas encore des millions, je ne suis pas certains entrepreneurs très connus qu'on suit tous sur les réseaux, mais je m'éclate dans ce que je fais et j'ai envie de dire, c'est à mon sens le plus important parce que moi dans ma vie c'est presque la première fois que ça m'arrive. C'est vraiment très inspirant tout ce que tu nous dis. Moi ce que je retiens, on va dire, c'est vraiment la passion. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais vraiment faire ce qu'on aime, la passion à partir d'un certain âge. Je pense que c'est pour ça que la plupart des personnes deviennent entrepreneurs et ne restent pas dans le salariat. Aussi autre chose que tu as dit et que même moi personnellement j'essaie de travailler cette année, c'est sortir de sa zone de confort, mais d'une façon, par exemple, je suis allé à pas mal d'événements d'Alexandre et du coup ça nous a rapprochés, mais surtout j'ai rencontré d'autres personnes et j'ai pris du savoir d'autres personnes et je pense qu'il n'y a pas meilleure personne d'apprendre. Par exemple, si aujourd'hui on peut faire ce podcast, on est dans un magnifique studio, magnifique cadre qui a ouvert à Reims récemment. Et dès qu'il a ouvert, Alexandre m'a envoyé un message pour me dire « Gio, j'ai découvert un endroit où faire des podcasts. » Et au même moment, je voulais faire ce podcast. Donc du coup, quand tu te décides d'agir et de bouger, je reprends quelque chose que l'intervenant d'Alexandre disait la semaine dernière, et que ça doit se réaliser, tout l'univers conspire à ce que ça se fasse. On est actuellement en train de faire un podcast. Et une deuxième chose qu'Alexandre a dit, le plus important c'est de se lancer, et évidemment il ne touche pas encore des millions, mais en fait il est dans l'action. Et en fait tu peux commencer à ton échelle. Et après c'est une question de processus. Moi je sais que dans mon processus de réussite, Alexandre, il y a une case qui lui est réservée. Il y a une case qui lui est réservée et que je sais qu'il, je l'espère, va m'emmener quelque part. Donc du coup voilà, moi j'aimerais Alexandre que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui t'inspire, peut-être des livres, peut-être des films ou même des citations qui
qui te font lever le matin, ou même quand tu doutes, surtout quand tu doutes, mais tu te dis non, on continue. Ouais. Merci pour ce que tu viens de dire parce que, une fois de plus, ça résume tout à fait ma façon de fonctionner. Non, mais c'est exactement ça. Je rebondis juste sur un détail que tu as dit qui est très important, c'est-à-dire que ce qui me porte en fait dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est effectivement ces rencontres. L'exemple que tu viens de citer est typiquement ce qui aujourd'hui m'anime, c'est-à-dire je rencontre quelqu'un, j'en fais bénéficier à d'autres sans rien demander en retour. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre les gens en lien. Et comme tu le dis aujourd'hui, moi, je suis super heureux d'être ton premier interviewé. On est là dans le studio On Air à Reims, un endroit que j'ai découvert, que je t'ai fait découvrir, et on est là pour faire ça. Et ça, je pense que c'est une grande partie du carburant qui m'anime tous les jours. Effectivement, malgré les difficultés, malgré les trucs, mais peu importe. En tout cas, il y a cette passion, pour finir sur ce point-là, qui est aussi très importante. Et je pense que s'il n'y a pas ça, et dans tous les accompagnements que je fais, c'est un des premiers points que j'aborde, c'est qu'est-ce qui te motive à faire ça tous les jours quand tu veux devenir entrepreneur. Et tous les podcasts que j'écoute, toutes les vidéos que je regarde, tu verras, ils en parleront tous. Je ne sais pas si on peut citer des noms dans ton podcast, mais que ce soit des gens comme Oussama Ammar, ou même Simon Sinek que tu as cité tout à l'heure. Le Golden Circle, c'est exactement ça. C'est une question à la base de qu'est-ce qui me stimule. Si tu choisis d'aller faire un business juste parce que c'est ça qui marche en ce moment, pas certain que ça fonctionne. Par contre, si tu y mets tout ton cœur, que tu y crois, que c'est un truc qui t'anime, j'aurais pu monter un business sur le cinéma, tu vois, par exemple, c'est une de mes passions, ou sur la course à pied, parce que c'est une autre passion. Et je pense que c'est, à mon avis, le préambule de base de trouver l'alignement entre ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire et ce qui te passionne dans la vie. Si déjà tu es bien là-dessus, on va dire que l'étape 1 pour moi est remplie. Alors après, il faut aller chercher tout le reste, un business model, études de marché, etc. Et mon inspiration à moi pour répondre à ta question, alors là, elle est multiple. La première, c'est certain, tu vois, ça va pas te surprendre, c'est les autres. Mon inspiration, c'est les autres. C'est-à-dire, c'est des rencontres qu'on a tous les deux, Jean-Baptiste dont on parlait tout à l'heure, Nicolas et Laetitia, mes partenaires du Clizet, tout un tas de gens qui ont des parcours qui sont différents du mien, mais qui m'inspirent et qui me font réfléchir et qui me font parfois prendre des décisions que j'aurais peut-être pas prises et qui font forcément évoluer par les réflexions qu'ils te font. Je te donne un exemple précis. Ce matin, on me dit, mais toi, Alex, en fait, ton expertise et ta plus-value, c'est vraiment de savoir motiver les gens. Ouais. Il faut qu'on me le dise pour que je m'en rende compte. Donc, une fois de plus, l'inspiration, elle m'est venue de l'autre, qui m'a renvoyé par l'effet miroir le truc en disant, bah, motivation, on me l'a dit le jour de la conférence, on me l'a dit ce matin, etc., etc. Après, bien évidemment, je fais du coaching. Donc qui dit coach dit lui-même coaché, donc je suis aujourd'hui coaché moi aussi par quelqu'un, ça fait partie des choses indispensables quand tu fais du coaching, hein, pour éviter soit de prendre le melon, garder les pieds sur terre, et parfois toi aussi te remettre en question. Moi je trouve que ça c'est vraiment un truc très important, on appelle ça être supervisé, une fois qu'on a son diplôme de coach, et moi c'est quelque chose à quoi je tiens vraiment, ça, je le fais depuis le départ, parce que ça permet, parce que des fois dans le coaching tu as aussi des difficultés, et d'avoir quelqu'un qui est plus expérimenté que toi pour t'aider c'est très important, et ça m'inspire. Je lis beaucoup de livres, comme la plupart des entrepreneurs, j'imagine, en tout cas je parle beaucoup de livres avec d'autres entrepreneurs, donc j'imagine que tout le monde en lit beaucoup, et ça te permet aussi de continuer à te former, mine de rien, tu lis des livres, parce que j'essaye de consommer du contenu qui m'intéresse, je regarde pas forcément que les best-sellers, je suis beaucoup de gens sur les réseaux, parfois il y a des petites pépites qui sortent, je les lis. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai une grosse source d'inspiration qui vient des TEDx que je regarde, parce que j'en regarde pratiquement un par jour. Et là, il y a beaucoup de choses. Ça, pour mes coachings, c'est énorme. Ça me sert, tu ne peux pas imaginer à quel point ça me sert. Les TEDx que je regarde, ça m'inspire aussi beaucoup pour mes événements. Parce que parfois, les thématiques que j'imagine, elles viennent de là. Soit elles viennent de mes clients qui viennent et qui m'en proposent, soit elles viennent des contenus que je consomme. Donc TEDx, livres, podcasts, etc. Et puis après, alors tu l'as dit parce que voilà, je te l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai beaucoup d'inspiration qui me vient du cinéma. Et des séries, parce que je consomme beaucoup de contenu films, séries, et dans tout ce que je fais, je sors toujours des références de films. Tout à l'heure, je t'ai sorti Matrix, mais je suis un grand fan de Star Wars, j'aurais pu te sortir Star Wars, j'aurais pu te sortir Spider-Man, où un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je pense que c'est très très vrai. Plus on a du pouvoir, plus on a des grandes responsabilités, c'est logique. Et le coaching d'ailleurs, certains coachs que je trouve très intéressants, surtout américains, en parlent. À un moment, c'était très décrié quand c'est arrivé en France, parce que certains assimilent ça à de la manipulation. Effectivement, quand tu commences à acquérir une certaine expérience et certains outils,
ça peut très vite basculer dans de la manipulation si jamais tu fais n'importe quoi. Donc grand pouvoir, savoir poser les bonnes questions au bon moment, faire réfléchir les gens, les guider plus ou moins, on pourrait imaginer que ça peut t'emmener dans des choses pas nettes, mais c'est pas le but. Donc cinématographiquement parlant, ouais, ça m'inspire beaucoup parce que dans les films, il y a toujours une morale. Je suis un très grand fan de Nolan, Christopher Nolan et de tout ce qu'il fait. Quand tu regardes Inception, Interstellar, tous ces films-là, tu vois, la morale de l'histoire t'emmène toujours à réfléchir et tu peux retranscrire ça dans tes coachings. Tu regardes Star Wars, le voyage du héros, Anakin Skywalker, promis un grand avenir, le meilleur des Jedi qui finit par tous les détruire. Ouais, bon, ces gens-là, ils ont rien inventé. Ils reprennent des concepts qui sont aujourd'hui très utilisés dans les storytelling que tu peux lire sur les réseaux sociaux. Hein. Le voyage du héros qui fait sa quête, qui rencontre plein d'obstacles. Bon, lui, il rencontre un gros obstacle, mais il finit par revenir du côté lumineux de la force, si je peux dire. Mais en tout cas, j'ai une grande imagination. Sur certains aspects, j'ai une créativité aussi exacerbée, et je pense qu'elle vient du fait que je consomme ça depuis que je suis jeune. Je lisais beaucoup de comics avant, beaucoup moins maintenant. Je consommais beaucoup de séries liées à ça. Aujourd'hui, je suis plutôt... après, c'est l'âge aussi, je pense, qui joue, mais je regarde des films un peu plus élevés intellectuellement parlant, qui me font réfléchir, et ça me sert vachement dans tout ce que je fais au quotidien, mais aussi bien en coaching qu'organisation d'événements. Et dernière inspiration, j'ai envie de te dire quelque chose que j'avais pas avant et que je cherche à développer. Tiens, ce sera un petit peu pépite que je dis aujourd'hui parce que ça c'est un peu méconnu. Je commence à vraiment voyager. Tu vois, je commence à voyager. C'est pour ça aussi que je fais tout ça. Rencontrer des gens, c'est top. Mais en plus, quand tu rencontres des gens dans d'autres contextes, avec une autre culture, une autre forme sociétale, etc. Alors là aujourd'hui, c'est ce qui me ravit le plus. J'ai passé il y a pas longtemps du temps lors d'un événement familial avec des gens qui venaient du Mexique. C'était passionnant. Enfin, je veux dire, on n'a pas les, tu vois, on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes, ça je trouve pas le mot. On n'a pas les mêmes repères, mais on n'a pas les mêmes ancrages, on n'a pas la même façon de voir les choses. Et ça, c'est énormissime parce qu'ils te font réagir autrement. Enfin, c'est aussi toute la différence, tu sais, avec tous ceux qui parlent de l'entrepreneuriat américain, l'entrepreneuriat européen. Ils sont, quoi qu'on en dise, à un niveau beaucoup plus élevé que nous. Et si tu vas t'inspirer chez eux, comme certaines des personnes qui m'entourent, mais tu prends un niveau d'avance, enfin c'est même pas un niveau d'avance, tu prends 10 niveaux d'avance parce qu'ils sont déjà plus loin dans le process. Mais au contraire, dans certains endroits, j'imagine, où je suis pas encore allé, tu peux avoir des gens qui sont peut-être moins avancés, mais qui ont une autre vision, plus terre à terre, liée à la nature, liée à l'environnement dans lequel ils sont. Et moi je trouve ça passionnant, et j'essaye de plus en plus, tu vois, aussi de m'ancrer dans les endroits où je vais, tu vois, de regarder, tiens, tu vas dans une autre ville, tu vas à Paris, regarde un peu plus que ce qu'il y a sous tes yeux, essaye de chercher. Les sources d'inspiration, moi je pense, elles sont multiples du moment, voilà, c'est la conclusion que je vais faire de ça, que tu sais regarder. Tu sais regarder, tu sais écouter, tu peux trouver de l'inspiration partout en fait. Je rebondis sur le voyage. Ça fait cliché, mais Oscar Wilde nous dit « Soyez vous-même, tous les autres ont déjà pris ». C'est tellement vrai. Enfin, je suis encore des fois un petit peu surpris que tout le monde veut se ressembler, alors que même les jumeaux qui sont censés être pareils ont des goûts différents. Il y a 196 pays dans le monde, autant de cultures, de langues, de gastronomies différentes. C'est parce qu'on doit se nourrir des autres. Et en vrai, c'est notre différence qui fait notre authenticité. Mais bon. Ouais, eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et ça me fait juste penser à quelque chose. Tu citais Oscar Wilde. Moi, je t'ai pas dit quand même. Donc, dans les autres, te donner quand même quelques exemples parce que tu me l'as posé. Alors, j'adore quelqu'un que tu as cité, c'est Simon Sinek. Je regarde beaucoup de ses contenus. En plus, ça me fait travailler mon anglais, donc j'adore ça. Et j'aime beaucoup aussi, moi, il y a quelqu'un qui m'inspire vachement dans la vie. Alors, ça va peut-être te faire sourire, mais et j'adore Barack Obama. Et j'adore aussi sa femme, qui je trouve a d'ailleurs une qualité d'expression orale. Enfin, les deux. Hein. Oui. Je les mets dans le même panier parce que ils n'ont pas les mêmes forces, mais ils sont très complémentaires l'un et l'autre. Et je trouve que c'est des gens, par leur histoire, par tout ce qu'ils ont fait, etc., qui ont une capacité à capter l'attention, à avoir des discours percutants. Bon, j'imagine que tout ça est travaillé, certes, mais c'est pas grave. Et ils sont profondément alignés avec ce qu'ils font. Et quand je regarde ces personnes parler et tout, moi, ça me stimule.
Je trouve ça incroyable, leur parcours. Donc eux, ils m'inspirent vachement. Et en France, il y a quelqu'un qui m'inspire vachement, c'est pour la petite anecdote. J'aime beaucoup ce que fait Philippe Etchebest. Je trouve que c'est un gars. J'aime beaucoup, alors moi je suis pas du tout cuisine et tout ça, même si je sais très bien faire à manger, mais j'aime son discours, tu vois. C'est aussi quelqu'un, je trouve qu'il est bon dans le mentoring, la stimulation positive, savoir motiver les gens et tout. Donc j'aime bien consommer les contenus qu'il fait, ça me plaît. Peut-être que tu t'attendais à ce que je te cite des entrepreneurs super connus et tout, mais non, mes sources d'inspiration sont ailleurs. Moi justement, tu vois, j'aime bien aller chercher des trucs un peu, tu te rappelles tout à l'heure, je te disais rebelle. J'ai pas envie de te dire mes inspirations, c'est Anthony Bourbon, c'est je sais pas qui, c'est je sais pas quoi. Non, j'essaye d'aller chercher des trucs un peu plus originaux avec des personnes qui font des choses moins destinées peut-être à la base pour inspirer les gens. Bien sûr, génial. Et du moment que la personne te parle, c'est le plus important. Ouais, c'est ça, il faut trouver des trucs qui résonnent avec toi. Voilà, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Alexandre, pour l'année à venir et pour les prochaines semaines? Alors, écoute, écoute, c'est intéressant. Alors, soit je te dévoile des petits projets secrets, ou soit je te dis des choses qui sont connues pour le moment. Alors, écoute, pour te dire dans ce qui est connu, je viens de sortir mon tout nouveau site internet, la version 2.0, qui a été fait par des gens qui m'entourent depuis maintenant 1 an, qui ont bien compris mes besoins. La société s'appelle Piki Pixel. Mélanie et Thomas Blanchard m'ont fait mon site. J'en suis très fier, ils sont très créatifs, ils m'ont posé très peu de questions, ils ont compris tout de suite ce que je voulais et aujourd'hui ils m'ont sorti quelque chose qui est au-delà de mes espérances. J'adore cet outil depuis qu'il est sorti, c'est pas vieux, hein. Ça fait 1 semaine, je l'utilise tous les jours, je donne des liens, etc. etc. Donc ça a été l'étape et là je vais essayer de m'en servir comme un outil du quotidien. Ce site, on l'a fait, tu verras, si tu jettes un œil, il ressemble pas vraiment à un site, hein, il est à cheval entre plein de trucs, et il est très moderne, et il va me servir au quotidien. Donc ça, c'est ce que je vais faire dans les semaines à venir. Bien évidemment, je vais continuer le format conférence. Ça va dépendre de plein de facteurs différents, les rencontres que je vais faire, les gens qui vont m'inspirer, et quand j'aurai trouvé mon 2e conférencier, je lancerai une 2e conférence. Tous mes Motivation Breakfast continuent tous les lundis matins, un after work par mois, le prochain arrive bientôt, il sera sur le thème de devenir un entrepreneur. Les rendez-vous du ClickZen que je fais en partenariat avec mes partenaires Laetitia et Nicolas du ClickZen continuent aussi. Le prochain numéro d'octobre arrive bientôt et ça continuera jusqu'en juin 2025. Donc on a une belle actualité d'événements tous les mois qui vont sortir. Et puis je travaille sur un projet, alors là c'est un petit peu le petit truc pimenté qui va t'intéresser, qui va sortir très bientôt. J'avais dans l'idée de faire quelque chose autour d'un club d'entrepreneurs, etc. Dans la même veine des événements que j'ai créés il y a maintenant 1 an. Moi personnellement aujourd'hui je ne suis pas dans un club, donc je me suis dit autant créer le mien. Je fais partie de réseau d'affaires, mais pour moi j'appelle pas vraiment ça un club. Tu vois, pour moi c'est 2 choses différentes. Faire partir d'un réseau, faire partir d'un club, c'est un autre truc. C'est pour ça que je dis bien le mot club. J'avais cette idée, je l'ai un peu réfléchi, je l'ai un peu transformé. Les personnes qui m'entourent dans mon aventure entrepreneuriale m'ont fait réfléchir là-dessus. Et je suis en train de travailler sur ça. J'ai regardé un peu ce qui se faisait et je vais sortir très bientôt un nouveau projet qui m'anime vraiment en ce moment autour de, alors pour teaser, club d'entrepreneurs, quelque chose qui tourne autour de ça. Ça c'est mon projet numéro 1 et le numéro 2. Je te remercie de m'avoir invité pour le podcast parce que ça m'entraîne à être filmé, ça m'entraîne à répondre à des questions parce que je vais tourner effectivement mes propres vidéos pour pouvoir proposer une nouvelle offre complémentaire à ce que je propose jusqu'à aujourd'hui avec du contenu vidéo qui va permettre à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer un coaching ou qui n'ont pas envie, parce qu'il y en a plein des gens qui n'ont pas envie d'être accompagnés dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, souvent ils se rendent compte après qu'il va falloir proposer des contenus vidéo assez simples. Moi j'aime tout ce qui est simple et assez court en termes de contenu vidéo, c'est pour ça que je regarde des TED, parce que c'est assez court, moi j'aime bien les formats courts. Je vais travailler à ça, c'est notamment l'objet du petit brainstorming que je te parlais avec ma femme. Les contenus vidéo, ça fait des mois que c'est dans les cartons et là c'est devenu une priorité absolue. Donc les mois à venir, c'est le lancement de quelque chose qui ressemble à un club d'entrepreneurs mais qui n'en est pas un, et tourner ces vidéos pour pouvoir avoir une nouvelle offre autour de ça qui va permettre à des gens de réfléchir sans forcément que je sois là.
Que dire de plus? Encore une fois, c'est le processus qui est important et pas la destination. Ils sont super soudés, ouais. Et je vais rebondir sur, pour moi, un de mes livres préférés, et je pense que tu l'as lu, qui est L'Alchimiste de Paulo Coelho, Ah bah, oui. qui m'a ouvert les yeux encore une fois. Et c'est l'histoire de Santiago, et à la fin, Ouais. Santiago, c'est pas la destination qui était importante, c'est tout ce qu'il a fait durant son voyage. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis pas encore riche, j'espère l'être un jour, d'émotions, de souvenirs et tout ce qui s'ensuit. Mais il n'y a aucune personne qui est riche aujourd'hui, qui est contente de sa richesse, on va dire, c'est plus de comment elle est devenue riche, et tout ce que la richesse lui apporte, on va dire, c'est comme ça. Donc ça prend du temps, mais ça vaut largement la chandelle, on va dire ça comme ça. Donc du coup voilà, avant de laisser le mot de la fin à Alexandre pour terminer et clôturer le podcast, ça m'a fait super plaisir encore. Merci d'avoir dégagé du temps pour venir nous raconter ton histoire. Moi, tu m'inspires, donc ça continue de m'inspirer. Et je peux vous dire que lorsque vous fréquentez des personnes comme ça, lorsque vous les quittez après, vous avez envie de révolutionner le monde. Donc n'hésitez pas à vous entourer de personnes de qualité, des personnes qui vous valorisent et qui vous font monter vers les sommets tout simplement. Et que je suis juste un jeune Martiniquais de 25 ans qui veut juste diffuser, influencer à ma manière pour le moment. Là on passe une nouvelle étape. Avant j'étais tout seul, maintenant je vais essayer d'inviter une personne par mois, donc ça sera sortir de ma zone de confort. C'est vrai qu'Alexandre on est plutôt proche, donc il a accepté tout de suite, mais peut-être que le prochain invité, il y aura plus de négociations, on va dire. Donc le plus important c'est juste de faire et de faire. Alexandre, je te laisse le mot de la fin. Tout ce que tu as raison. Alors, mot de la fin, tu m'en avais parlé quand on a préparé le podcast. J'ai envie de donner un conseil à ceux qui voudraient se lancer, tiré de ma propre expérience, donc totalement subjectif, on est d'accord. Et tu viens de le dire, donc c'est pour ça que j'y pense. Je pense, chers amis, que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, le truc le plus important que j'ai envie de vous transmettre, et si je l'avais su il y a 2 ans, peut-être que mon parcours serait un peu différent, c'est surtout de bien vous entourer. On est d'accord. Moi, je pense que c'est la clé de la réussite. Alors, s'entourer, ça peut être avec un coach, mais ça peut être aussi avec d'autres entrepreneurs qui ont déjà vécu ce que vous allez vivre en vous lançant. Parce que comme toi, je ne sais pas si c'est 5, mais je crois qu'on est beaucoup le reflet des gens qui nous entourent. Et je sais que moi, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai changé plusieurs fois d'entourage. Et donc, je peux dire qu'avec le recul, ça joue vachement. Si tu t'entoures, par exemple, je donne un exemple concret, tu t'entoures d'entrepreneurs qui te ressemblent, qui se lancent. Très bien. Peut-être pour un peu se motiver, etc. Sauf qu'ils vont vivre les mêmes galères que toi. En même temps. Donc, à part s'aider dans la galère, on ne va pas faire grand-chose. Par contre, si dans ton entourage proche, tu as des entrepreneurs qui ont déjà 5, 6, 10 ans d'expérience, qui ont vécu un peu ce que tu as vécu, ça ne t'empêchera pas d'affronter certains obstacles. Et tu l'as dit, le chemin, il est nécessaire et ça va te permettre de grandir et de devenir même plus fort. Par contre, ils vont quand même pouvoir faire quelque chose qui est très important. En tout cas, moi qui me tient à cœur, c'est de faire économiser un peu de temps quand même. Ça peut être, tu peux performer plus rapidement si tu t'entoures bien et que tu as les bonnes personnes pour te motiver. On en a parlé tout à l'heure, l'entourage proche, conjoint, conjointe. Mais entourage entrepreneurial du quotidien, hebdomadaire, pour moi, je pense que c'est une des 3 clés primordiales de l'entrepreneuriat. Donc mon conseil, c'est surtout quand vous vous lancez, dès le départ, sortez, restez pas tout seul, allez voir du monde, allez networker et allez chercher des gens qui ont déjà réussi là où vous-même vous voulez réussir pour pouvoir peut-être apporter votre propre plus-value à ce domaine que vous aurez choisi, mais en ayant déjà les quelques clés qui peuvent vous permettre de gagner du temps dès le départ et d'aller plus vite, d'être plus performant. Et comme ça vous permet d'éviter de trop procrastiner, ça vous permet d'éviter de perdre de la motivation et ça vous permet d'être dans ce que vient de vous dire Jean Olivier, qui est un mot que je répète 15 fois par jour, dans l'action. Seul moyen de faire quoi que ce soit et de réussir, c'est d'être dans l'action, l'expérimentation, plutôt que la réflexion. Donc, conclusion, entourez-vous bien et agissez.